savais que le 2 avril, c'est la journée internationale de l'autisme? Non, mais par contre, j'ai vu que le 26, c'était la journée de la visibilité lesbienne. Ah ouais? C'est fou, il y a plein de journées de sensibilisation en avril. Ouais, on devrait grave en faire le thème de l'émission de ce mois-ci. Carrément. Salut, c'est Émilie et Mao de Télé Sorbonne. Aujourd'hui, on se retrouve en direct du parc des Buttes-Chaumont. Et on s'est dit que ce mois-ci, ce serait une bonne idée de vous parler de la diversité. Place au générique! D'abord, nous avons rencontré Tani, une humoriste qui nous a parlé de sa place de femme queer et racisée dans le monde du stand-up. Alors, je me présente, je m'appelle Tani, je suis humoriste, comédienne et je joue un spectacle tous les lundis et mardis à 20h à la Comédie des Trois Bornes. En fait, j'ai commencé le théâtre en faisant de l'impro au sein de la Ligue d'improvisation de Paris. Ensuite, j'ai voulu me lancer en fait dans le One Woman Show. Finalement, je me suis plus retrouvée dans le format stand-up. J'ai vraiment plus s'adresser directement au public sans quatrième mur. Ça marche. Je trouve essentiellement mon inspiration de ma vie, de choses qui me sont arrivées ou de la vie quotidienne. Ça part de mon adolescence. Donc au début, je raconte que j'ai grandi en Normandie, dans une petite ville. Et donc, qu'est-ce que c'est que de grandir en tant que petite fille métisse dans un territoire majoritairement blanc. Après, je parle de mon coming out. Je dirais que le spectacle est aussi très gay dans les deux sens du terme. Après, j'ouvre sur d'autres sujets de société, les questions de genre, les questions d'écologie. Je pense que quand j'ai commencé, c'était un peu compliqué en tant que femme dans l'humour parce que pendant longtemps, on a dit, ou les gens pensaient que l'humour c'était un truc de gars, quoi. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans l'humour. Et même au niveau du public, en fait, on remarque que quand dans la programmation, il y a majoritairement des gars, et souvent dans le public, ça va aussi être la même chose. Donc, ils vont peut-être moins rire à tes blagues parce que ce que tu vas raconter va moins leur parler. Enfin, voilà. Ah non, je te jure. Moi, j'ai créé le Comedy Love avec deux amis pour aussi élargir et créer des espaces de stand-up plus féministes, queer, LGBT, friendly, etc. J'ai l'impression que ça change positivement en ce moment. Il y a plus d'efforts pour équilibrer la parité sur les scènes, sur les plateaux, mais je dirais que c'est pas encore gagné. Justement, le fait de diversifier donc les artistes et les humoristes, ça fait venir des nouvelles personnes en fait et qui n'allaient pas forcément voir de stand-up parce que souvent il y avait des blagues offensantes sur les homosexuels, voilà. Et là, ils étaient contents de voir ça, ils se sont dit s'il y a des espaces comme ça, on va revenir et en fait le stand-up, ça peut aussi s'adresser à nous et on peut aussi en faire. Et je pense que le stand-up, ça a explosé avec le Jamel Comedy Club et c'était vraiment, à cette période-là, c'était on vient des quartiers populaires et on va faire des blagues, etc. On peut pas nier le fait que le théâtre classique, contemporain, reste quand même majoritairement les personnes blanches et les personnes hétéros. Et donc, de fait, moi-même, quand je me suis dit « j'ai envie de faire du théâtre », je suis aussi, je pense, inconsciemment allée vers l'humour et le stand-up parce que je me reconnaissais pas dans Molière et dans le théâtre classique. Je pense qu'on peut rire de tout. Il faut faire attention à comment on le fait, il faut faire attention à ce que tout le monde rit de la blague, mais il faut aussi se poser la question de est-ce que tout le monde est admis à rire, quoi. Est-ce que, moi, le jour où on aura, des chroniqueurs trans sur France Inter ou des lesbiennes noires qui feront plein de spectacles à l'Olympia, oui, peut-être qu'on pourra faire des blagues plus de blagues sur les lesbiennes, mais il y a tellement encore d'inégalités aujourd'hui que c'est délicat, quoi. Il faudrait que tout le monde ait la même liberté d'expression, quoi. Je le vois pas vraiment comme un outil militant vraiment, mais je pense que c'est un bon moyen pour amener la discussion sur des sujets et échanger et être dans la réflexion sans trop de colère, sans trop de violence, avec un peu de douceur et de joie finalement.
Mon spectacle, je le vois aussi comme un moment de partage et de joie, de célébration même. Mon objectif, c'était vraiment que les gens repartent avec voilà, un feel good, on a pris de la force pendant 1 heure et on est ensemble et un truc vraiment ouais, je sais pas, de solidarité. Généralement, ça marche, mais je me mets pas la pression. Enfin, je me dis pas, oh là là, si les gens repartent et qu'ils n'ont pas assez rigolé. Je m'en veux pas parce que même si, oui, je veux que ça soit un moment drôle, moi, j'y mets mon message. Pour moi, c'est important que ce message soit dit et entendu. Après, si ça rend les gens plus, je sais pas, nostalgiques, émotifs, ça me va aussi. Enfin, tant que le message est transmis et qu'il y a eu de l'émotion, là, je trouve que le pari est gagné. En France, il existe 12 millions de personnes handicapées, dont 9 millions qui sont atteintes d'handicap invisible. Nous avons rencontré 3 jeunes qui vivent au quotidien avec un handicap invisible. Alors, je m'appelle Rose Penel, j'ai 21 ans. Je fais un master en management du luxe actuellement. Et il faut savoir que je suis devenue sourde il y a 2 ans. En fait, on s'est rendu compte que j'avais tout perdu d'un coup, donc en l'espace d'une semaine. Et puis, on m'a proposé de me faire opérer d'un implant cochléaire, qui est une opération, en fait, c'est l'implant qui est dans ta tête pour que tu puisses entendre directement par là et non par ici. Du coup, on m'a demandé comment marchait cet implant cochléaire. En gros, hein, j'entends plus. Genre, ça s'aimente. Hop là, hop là. Alors moi je suis Kevin Villemont, j'ai 30 ans, j'ai fait les Jeux paralympiques de 2008 à Pékin et de 2012 à Londres. C'est une diminution du champ périphérique donc qui vient tout autour de la vision et qui vient petit à petit réduire le champ visuel jusqu'au centre. C'est dégénératif, donc ça diminue petit à petit. Vraiment très progressivement. Bonjour, donc moi je m'appelle Valentin, j'ai 22 ans, je suis en L3 Histoire de l'art et archéologie à la Sorbonne Université et mon handicap invisible c'est que je suis dyslexique, dysorthographique, dysgraphique et j'ai un léger bégaiement quand je parle. Et concrètement, qu'est-ce que t'empêche de faire ton handicap Pas grand-chose, parce que je l'ai assumé. Le seul truc que je peux pas faire là, c'est sauter en parachute, mais bon, ça c'est pas grave. Mais ouais, non, tant que c'est pas dangereux, entre guillemets, pour ma tête, mais sinon, je m'empêche rien du tout. Au niveau du judo, c'est assez... Enfin, le judo, c'est bien pour... c'est assez tactile, donc au niveau de la déficience, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Je ne peux pas avoir le permis de conduire, donc je ne conduis pas, donc je prends les transports en commun. Quand on serre la main, par exemple, c'est possible que des fois je foute un vent, donc... Alors moi, je m'appelle Lilia, et je suis malvoyante. Ok, j'ai 1,1 d'acuité visuelle à chaque œil. Voyez ma main? Ma pas moi. Du coup, ma vie, c'est un petit peu un blind test. Tu sais, je frôle la mort quasiment à chaque fois que je traverse la route. Généralement, je sais qu'elle est pas loin quand j'entends « Casse-toi du milieu, connasse !» Quelles sont les choses qui te dérangent dans le comportement des autres en fait face à ce handicap? Du coup je peux peut-être prendre l'exemple de mes professeurs où moi quand on fait au collège des dictées ou même un peu en lycée, quand tu vois un élève faire 50 fautes sur une dictée, juste on nous dit bah voilà t'es nul en ça et t'assumes d'être nul et tu fais des efforts quoi. Ce qui me dérange, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais des fois ils comprennent pas forcément ce qu'on nous on vit, parce qu'ils voient pas forcément le handicap, donc parfois des réflexions un petit peu... Si, je me prends souvent des « t'es sourde ou quoi? Pourquoi tu fais répéter tout le temps? C'est chiant, t'es bizarre. » Je sais pas à quoi il faut ressembler pour qu'on prenne au sérieux un handicap. Mais on me croit jamais quand je dis que je suis sourde. Moi je l'ai appris par ma propre volonté. Parce que voilà, j'ai su que l'orthophoniste de la Sorbonne était gratuite, donc j'avais rien à perdre de faire un test. Ça aurait été payant, peut-être que je ne l'aurais pas forcément fait. J'ai déjà eu un moins 5 points sur une copie parce que j'avais fait 5-6 fautes dans la copie. Donc 5 points, c'est quand même énorme. Dans mon cas, je n'ai pas été diagnostiqué, on m'a pas fait de prévention. Et c'est juste, tu fais comme tu peux et tu as tes difficultés, mais tu n'as pas de réponse à tes difficultés. En fait, pour obtenir des droits, en France, on peut les obtenir, mais après, c'est des papiers qu'il faut renouveler à peu près tous les 2 ans, tous les 4 ans, et c'est des dossiers hyper longs à remplir. C'est toujours la même histoire, c'est toujours nous
de prouver des trucs, de prouver des choses qu'on peut, machin, truc. La plupart des entreprises pensent qu'aux chiffres, donc les quotas, et ils pensent pas à la personne en fait, à ce qu'elle a envie d'accomplir. Et si tu remplis pas ces quotas, tu payes. Par contre, si tu recrutes une personne en RQTH, donc c'est les personnes qui sont reconnues en tant que travailleurs handicapés, ils touchent 4 000 €. Et donc moi en entretien, quand je dis que j'ai un RQTH, la première chose qu'on me dit c'est est-ce que je touche les 4 000 € et non pas est-ce que tu as du talent. Donc qu'est-ce que serait ton message de fin à dire pour améliorer l'intégration des handicaps invisibles dans la société? Se poser des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, avant de réagir tout de suite au quart de tour. Sensibilisez-vous avant de juger quelqu'un, que ce soit beaucoup plus vu, mis en valeur dans les films, dans les pubs, dans les people. Merci à vous. Enfin, nous allons vous parler de l'initiative de l'association Tirelire d'avenir. Salut, moi c'est Cécile Dapp, j'ai 30 ans et je travaille depuis 3 mois chez Tirelire d'avenir en tant que responsable du programme Côte à Côte. Moi c'est Victoria Braga, j'ai 21 ans et je suis en alternance chez Tirelire d'avenir en tant que chargée des opérations. Alors Tirelire d'avenir, c'est une association qui aide les jeunes majeurs entre 18 et 25 ans qui sont en rupture familiale et qui n'ont pas accès aux aides, comme par exemple le RSA. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider ces jeunes sur 2 plans. Premièrement, l'aide financière. On va leur verser un montant sur mesure, donc en durée et en montant. Et on va avoir un programme côte à côte pour renforcer un peu le lien social. Le constat, c'est que une grande partie de ces jeunes entre 18 et 25 ans n'ont pas les ressources nécessaires pour accéder à des besoins de base. Donc, par exemple, s'alimenter, accéder à un pass Navigo, un téléphone portable, et que sans ces besoins de base, c'était impossible de réfléchir à une éducation, trouver des études ou autre. Donc ils ont commencé par lancer ce premier dispositif d'aide sur mesure. Et une fois qu'ils ont lancé ce dispositif d'aide financière, en passant du temps avec ces jeunes, ils se sont rendus compte qu'au-delà du besoin financier, ils étaient surtout assez isolés. Ce sont des jeunes qui ont peu de liens sociaux ou en tout cas des liens souvent verticaux avec des personnes qui sont surtout là pour les aider. Et donc, partant de ce constat, ils ont lancé un programme de mentorat qui s'appelle Côte à Côte, dont l'objectif est de les mettre en lien horizontal avec des jeunes du même âge qu'eux. Donc le programme Côte à Côte est un programme de lien social dont le but est de mettre en lien un jeune en rupture familiale avec un jeune bénévole du même âge. Le programme dure 6 mois, il est rythmé par des projets, des défis collectifs et des défis individuels. Et le but, c'est vraiment de créer une relation gagnant-gagnant où chacun sort de sa zone de confort, va rencontrer une personne et améliore ses compétences douces. Donc par exemple, la confiance en soi, la capacité à prendre la parole ou à aller vers l'autre. En plus des 2 dispositifs qu'on a actuellement, on est en train de travailler à un dispositif d'insertion. Le constat de base, c'est que parfois les jeunes en rupture familiale n'ont pas le choix de l'orientation professionnelle qu'ils vont choisir. Donc on a décidé de commencer à travailler à un projet d'insertion qu'on a construit avec eux, où on les a écoutés, on a réfléchi ensemble. Et ce projet, c'est un restaurant kebab d'insertion. Avant de s'installer dans un local et de créer notre restaurant d'insertion, on a créé un média sur Instagram pour recenser un peu tous les kebabs de Paris et prendre un peu tout ce qui est un peu cool dans chaque kebab et créer notre kebab où les jeunes pourront travailler. Ça leur fera une petite ligne sur le CV. Et ils participent aussi au développement de ce kebab en faisant un peu une sorte de benchmark en co-construction avec des bénévoles qui sont aussi sur ce projet, mais aussi un alternant et les cofondateurs. Et donc ils vont aller un peu repérer les kebabs dans Paris, les déguster, donner des notes, étudier un peu le positionnement et tout ça pour après créer notre business model. Voilà. Avec les jeunes. Avec les jeunes. Trop bien. Du coup, si vous avez du temps, si vous avez envie de vous engager, de rencontrer des jeunes, n'hésitez pas à vous inscrire au programme Côte à Côte. On lance des promos à peu près tous les mois, donc vous pouvez vous inscrire sur ce QR code. Merci à tous d'avoir regardé cette télémission. On espère que ça vous a plu. Et on vous retrouve le mois prochain.
Bye.